Bonjour à tous. Pour nourrir la discussion aujourd'hui et nous apporter des éclairages autour de la situation actuelle des personnes en situation de grande précarité, migrantes et sans-abri. Donc, nous avons avec nous Caroline Mélary, juriste au GISTI, Thomas Perrault, responsable du projet santé squat et bidonville à Première Urgence Internationale, et Bénédicte Maraval, aide-soignante, pardon, assistante sociale, excusez-moi, au COMED. Donc la troisième question que nous allons aborder ensemble concerne alors plus particulièrement les personnes vivant en squat et bidonville. Euh, alors la question que je voudrais vous poser, Thomas Perrault, c'est en quoi l'épidémie actuelle nous amène finalement à repenser l'accès aux soins de ces personnes qui sont souvent très isolées et vulnérables. Donc Thomas Perrault, je vous passe la parole. Merci. Donc, effectivement, notre association Première Urgence Internationale intervient en France depuis 2012, donc ça fait 8 ans, sur la question des personnes vivant en squat et bidonville roumanophones. Alors, pas que sur ce public-là, mais là, je vais me restreindre à ce public-là. Avant d'apporter des éléments un peu de réflexion à cette question, j'aimerais bien revenir sur certains termes de santé publique. On a entendu parler au début de cette pandémie qu'on était un peu tous égaux face à ce virus, qui ne faisait pas forcément de différence, car la seule chose qui l'animait était de prospérer, de se propager, peu importe la personne qui l'accueillait, entre guillemets. Mais au contraire, là, on voit les chiffres commencent à tomber petit à petit, que c'est une période comme un formidable révélateur des disparités en termes de santé, sur le champ du social également. On est face à un véritable cas concret de santé publique où on voit de façon plus accrue les inégalités sociales de santé par la lecture des déterminants de santé. Alors, c'est des choses qui sont déjà très connues en santé publique, qui sont très documentées. Il y a de nombreuses études probantes, etc. Mais je pense que c'est important de faire ce petit détour sur les inégalités sociales de santé parce que finalement, c'est de ça dont on parle tout un chacun. Euh, un chiffre un peu pour illustrer tout ça, c'est même avant Covid, sur, sur la question de l'espérance de vie en France, si on prend le critère de la condition économique, on voit que les 5%, l'écart qu'il y a entre l'espérance de vie entre les 5% les plus riches et les 5% les plus pauvres est de 13 ans. Donc tout ça sans parler des conditions, enfin des considérations qualitatives de la vie, c'est-à-dire dans quel état la personne a vécu sa vie, dans quel état elle a fini sa vie, sans parler des différences de prévalence en termes de comorbidité ou de vulnérabilité diverses, etc. Donc ça, c'est un exemple, mais ils sont nombreux. Là, on a vu que dans ce temps d'épidémie, certains critères comme la question du travail, on voyait qu'il y avait des personnes qui étaient dans l'incapacité de faire du télétravail, donc dans l'obligation de se déplacer, donc d'avoir une exposition forte aux possibles contaminations, avec peu ou pas de protection, et donc le risque aussi de ramener le virus au domicile. Il y a le critère également de la résidence. On voit qu'il y a une pluralité de confinements. On n'est pas tous égaux face à un contexte de confinement. Donc les lieux de haute densité, de forte promiscuité, des lieux isolés, j'en parlerai un petit peu plus tard sur la question des bidonvilles, où le système de santé ou le maillage territorial de santé est peu présent ou complètement débordé. Il y a aussi le critère de la stigmatisation, on en a parlé précédemment dans une autre vidéo, euh, sur la question de la répression et de la surveillance, notamment en termes d'attestation de déplacement. Euh, il y a la stigmatisation objective, j'en dire, avec des faits réels, mais il y a aussi la stigmatisation intériorisée. On a eu ce retour-là des personnes vivant en squat et bidonville, de beaucoup de personnes qui n'osaient pas soit aller faire des actes de soins ou aller chercher même des denrées alimentaires par la peur justement de cette répression possible et de cette stigmatisation intériorisée. Donc on voit quand même que cette période d'épidémie, elle nous confronte vraiment à l'ensemble des vulnérabilités, une pluralité de confinement, pluralité d'accès aux moyens de protection,
d'accès aux soins. Voilà, et c'est très compliqué d'appliquer un principe juste de manière juste en France. Donc sur la question plus précisément des personnes vivant en squat et bidonville ou roumanophones, donc nous on a vraiment délimité notre champ d'action voilà, sur les personnes vivant en squat bidonville et qui ont un lien de près ou de loin avec la Roumanie, en tout cas qui sont roumanophones. On ne va pas parler de personnes roms. Euh, alors, pour donner quelques éléments de réflexion, je peux parler de ma place, en fait, qui est la mienne, c'est-à-dire d'acteur associatif. Les activités qu'on mène au quotidien en temps normal, et j'ai envie de dire hors Covid, et du coup, la redéfinition aussi qu'on a dû faire dans ce temps d'urgence pendant l'épidémie. Donc, en temps normal, hors Covid, on base nos activités sur le constat de certaines inégalités sociales de santé, notamment la question de l'accès aux soins. On part du constat que certaines personnes, pour de multiples raisons, ont peu, difficilement ou pas du tout accès au système de soins de façon générale. Et que le système de soins, lui, de son côté, est tout à fait améliorable en termes d'inclusion aussi des personnes qui cumulent différentes difficultés. Du coup, nos activités, elles se trouvent vraiment à la jonction, à la croisée des personnes vivant en squat et bidonville qui sont éloignées du système de santé et le système de santé lui-même. On fait vraiment l'interface, le médiateur, on fait de la médiation en santé. Alors très concrètement, ça veut dire du coup essayer de trouver des réponses au blocage, au frein en fait à cette rencontre qui se fait pas ou difficilement. C'est de rendre les personnes du coup qui sont peu visibles, les mettre sous le radar un petit peu et de rentrer dans le circuit du droit commun. Donc du côté des personnes, de la population, c'est sensibiliser, c'est informer les personnes sur les structures de soins qui existent, le fonctionnement, tout l'aspect droit en santé, toutes les étapes qu'il faut, donc de la domiciliation aux démarches d'AME, etc. Les types de professionnels, les types d'offres de soins qui peuvent être dispensés sur un territoire donné. Donc il y a tout ce travail de sensibilisation et d'information. Et du côté du système de santé dans son ensemble, c'est d'informer et sensibiliser aussi les professionnels, c'est d'agir aussi sur le système en lui-même en informant sur les freins liés des personnes liées à la langue, à la précarité, à la compréhension du système de soins et de réfléchir aussi ensemble sur comment on peut essayer de toucher au mieux ces personnes-là. Donc, du coup, ça, c'est le fonctionnement hors Covid, donc en temps normal. Pendant cette épidémie, c'est un peu les mêmes constats qu'on voit, mais j'ai envie de dire que tous les curseurs ont été maximisés, tous les curseurs ont été sont poussés au maximum. Et il y a aussi de nouveaux constats, de nouvelles inégalités qu'on voit qui sont spécifiques à l'épidémie. Là, on voit que les personnes qui vivent en squat et bidonville, ça c'est un constat qui est partagé par l'ensemble des associations qui œuvrent ou qui interviennent près de ce public, c'est que là, en temps d'épidémie, les personnes avaient peu ou pas du tout accès à de l'information sur l'épidémie. En termes de comportement à tenir, les symptômes, les directives nationales. Là, l'exemple le plus typique, c'est vraiment ces attestations de déplacement qui changeaient très régulièrement. La question même très concrète du papier, c'est-à-dire comment avoir l'attestation. On pouvait le faire à la main, mais il fallait du coup écrire, il fallait avoir, c'est peut-être bête, mais du papier et un stylo. Les démarches à suivre s'il y avait des symptômes, voilà, tout ce volet d'informations qui manquait. Il y avait vraiment, les personnes étaient vraiment isolées. Et du coup, la nature a horreur du vide. Donc, ça laissait place à beaucoup de rumeurs, de fake news, et qui pouvaient même aller à l'encontre mais du coup, des messages de santé nationalement publiés. Donc, la première chose, c'était vraiment la question de l'information. Ensuite, c'était l'accès à un avis médical. Par exemple, s'il y avait des symptômes, que devaient faire les personnes. Euh, donc, elles n'avaient pas forcément l'information, mais même c'est accéder à un avis médical. Donc, il faut savoir qu'il y a, pour les personnes vivant en bidonville, beaucoup de personnes qui n'ont pas de médecin traitant.
l'absence totale de moyens de téléconsultation. On en parlait tout à l'heure, mais la question de la protection sociale. Beaucoup de personnes n'ont pas de protection sociale, avec en plus un système du coup de santé qui était complètement perturbé, qui ne prenait que les urgences ou qui était vraiment dédié Covid, qui était vraiment dédié Covid. Euh, donc voilà, l'accès à un avis médical. Et puis, c'est des personnes aussi qui cumulent un bon nombre de problématiques de santé hors Covid. Donc, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais la question des maladies chroniques, du renouvellement des traitements, toute la santé materno-infantile, etc., etc. Donc, il y avait l'accès à un avis médical pour le Covid, mais il y avait également l'accès à un avis médical hors Covid, toutes les maladies. Donc, l'information, l'accès à un avis médical, il y avait également qui était lié autour du confinement, que les personnes étaient du coup contraintes, comme tout un chacun, à rester à domicile. Donc, c'était difficulté d'accéder au travail ou aux activités rémunératrices qu'elles peuvent avoir au cours de l'année. Donc, difficulté d'argent, donc difficulté à accéder à de la nourriture. Beaucoup de personnes n'ont pas d'épargne ou de petits pécules qu'elles peuvent garder. Donc, c'était vraiment l'accès à des produits de première nécessité, comme la nourriture, mais comme des produits d'hygiène. Donc, ça posait aussi la question de l'accès à du savon dans le respect des mesures barrières, etc. Et dans le même temps, la question dans le respect des mesures barrières, c'était aussi l'accès à l'eau. On voit que beaucoup de lieux de vie en Île-de-France sont sans accès à l'eau, ou de l'eau impropre à la consommation, ou un accès qui va être à plusieurs centaines de mètres du lieu de vie. Donc voilà, les grands constats qui sont connus et qui sont quand même les mêmes en temps normal, là, été vraiment poussés un peu à leur maximum en temps d'épidémie. Voilà, c'était l'accès à l'information, donc comment aussi être acteur de sa propre santé quand on ne sait pas trop ce qui se passe, l'accès à un avis médical, les difficultés pour se nourrir et d'accéder à des produits d'hygiène, et la difficulté d'accéder à de l'eau. Alors, ce qu'on a vu, c'était des personnes qui ont eu d'autant plus un sentiment d'être isolées. En temps normal, c'est déjà le cas. Il y a la stigmatisation puis le sentiment d'être isolé. Là, les acteurs associatifs étaient dans les premiers temps pas présents sur le terrain pour les questions de protection, etc. Il n'y avait pas les moyens de protection. Tout le maillage territorial n'était pas forcément mis en place. Donc, il y a eu des mouvements de panique auprès des populations vivant en bidonville, et donc des mouvements de population avec des retours en Roumanie. Donc voilà, et ça pose, on entend bien tous les problèmes de santé publique que ça pouvait comporter dans les premières semaines, des mouvements de 200-300 personnes qui se déplaçaient en voiture pour rejoindre la Roumanie, et donc du coup passer par la France et puis par plusieurs pays européens. Donc du coup, dans ce temps d'urgence, première urgence internationale, puis d'autres associations, on a vu apparaître en France de nombreuses ONG au sens humanitaire qui sont venues intervenir pour la première fois en France. Ça, c'est quand même quelque chose qui est à remarquer, à noter. De grosses ONG qui œuvrent normalement à l'international sont venues, on pense à MSF, à Action contre la faim, etc., qui sont venues. Ça dénote quand même quelque chose du contexte. Du côté de première urgence, nous, ce qu'on a essayé de constat, la question d'apporter de l'information et avoir un avis médical en mettant en place des cliniques mobiles pour sensibiliser et réaliser des consultations médicales symptômes et référer les personnes si besoin. Donc, c'était sur la question du Covid aussi, de faire faire ces consultations, mais également hors Covid, toutes les problématiques qui pouvaient qui pouvaient continuer dans ce temps-là. Et ensuite, c'est également dans l'application des mesures barrières, la distribution de kits hygiène de 2 mois pour des familles, et puis tout un travail d'interpellation des communes pour l'accès à l'eau, donc l'ouverture de bornes incendie, etc. Donc voilà, des cliniques mobiles et puis de la distribution de kits hygiène et l'accès à l'eau. Ce qui, à mon avis, est important à noter, c'est que, alors oui, on est en contexte d'urgence, mais tout l'enjeu maintenant, c'est que ce temps, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais que ce temps d'urgence va s'arrêter. Au bout d'un moment, on va revenir à un temps
normale, j'ai envie de dire. Et l'éclairage qu'on a aujourd'hui sur ces inégalités sociales de santé, qui est très fort, risque d'être un petit peu moins visible. Et c'est euh, qu'est-ce qu'on fait du coup de ce temps, dans ce temps d'après. Les associations, les structures de soins ont agi avec des activités d'urgence dans ce contexte d'urgence. Certaines institutions de santé, certaines communes ou préfectures ont débloqué aussi des choses dans ce contexte d'urgence. Alors, ça reste quand même assez isolé au niveau des préfectures et des institutions. Ça a été aussi parfois aidé par de la pression juridique également. Donc, on voit que même en contexte d'urgence, c'est assez compliqué de cette prise en compte des plus précaires. Mais tout l'enjeu, je pense, c'est l'après, du coup. Euh, les personnes qui vivent malheureusement l'habitude d'être assez délaissées, que ce soit par les institutions, et il y a relativement peu d'associations aussi qui agissent. Je pense notamment à l'Île-de-France. Là, il y a eu, j'ai envie de dire, une offre, en tout cas de nombreuses associations. Il y a eu quand même une mobilisation. Mais on ne parle pas non plus de confort, on parle vraiment de conditions de vie essentielles, l'accès à l'eau, l'accès à de l'alimentaire, l'accès à de l'infrastructure, et avec du coup aussi ce sentiment d'être un peu plus pris en compte et d'être aussi inclus. Donc je pense que voilà, c'est important de ne pas revenir à l'état d'avant, à l'ancien temps, aussi dans ce sens-là. Il faut savoir que le contexte politique, c'est aussi les expulsions des lieux de vie. Il faut quand même en parler, avec des ruptures de parcours de soins qui sont très compliquées. Donc, tout le travail de médiation, c'est essayer justement de tisser un lien et un parcours de soins qui se fait dans la durée et qui est mis complètement à mal par les expulsions des lieux de vie. Donc ça, c'est quelque chose voilà, on ne doit pas revenir, on ne doit pas revenir dans cet ancien temps. Donc, comment redessiner un petit peu cette prise en compte des plus précaires, et là particulièrement des personnes vivant en squat et bidonville, d'un point de vue associatif et institutionnel. Il y a des exemples qui ont émergé aussi dans ce contexte. Je pense à Nantes, où Médecins du Monde, qui fait de la médiation en santé en temps normal, a continué à faire sa médiation en santé, mais a tissé un lien avec la passe de ville pour faire des sorties, donc Médecins du Monde et puis la passe de ville. La passe de ville s'occupait du volet médical, donc dans les lieux de vie. Ça, c'est des initiatives qui se sont créées là, pendant cette période d'urgence, et c'est tout l'enjeu maintenant de voir dans quelle mesure on peut essayer de pérenniser des actions peut-être à plus grande échelle, peut-être coordonnées aussi par les agences de santé, etc. Donc, juste moi, le point de vigilance, c'est ça, c'est l'après-coup, c'est la question du déconfinement, la remise à la normale un petit peu. Euh, en conclusion, voilà, la place des associations, c'est vraiment pas de faire à la place d'eux, mais c'est de jouer cette facilitation dans la rencontre entre le système de santé ou le droit commun de façon générale. Et je pense que la médiation en santé, l'aller vers, le hors les murs, c'est un moyen, un dispositif qui est quand même oublié par la santé publique et qui est pourtant un formidable levier. Ça permettra d'accrocher les personnes et ensuite les insérer dans le système de santé. Donc, ça doit être aussi porté par les autorités de santé. Et deuxièmement, il y a vraiment un besoin de voir dans quelle mesure ce travail qui est quand même initié, mais localement, un travail de coordination entre les associations, les structures de soins, les agences de santé, les préfectures, mais dans quelle mesure on peut essayer voilà, qu'il y ait un véritable travail d'échange, un listing de bonnes pratiques, de mise en place de circuits, de process, etc. Donc, je ne sais pas si l'Observatoire peut aussi œuvrer dans ce sens-là, faire partie de ce mouvement d'échange, mais je pense que c'est un moyen important pour revenir enfin, ne pas oublier ce que nous avons vécu dans cette période épidémique et essayer que les choses changent ensuite. Voilà. Merci beaucoup, Thomas Perrault. Est-ce que vous souhaitez compléter ou rebondir sur tout ce qu'on vient d'aborder? Alors, au COMED, on avait commencé à travailler avec PUI avant sur cette question, justement, parce que c'est un public qui nous paraît effectivement très discriminé.
On avait une réunion juste au moment où on a été confinés. Et cette période de cette crise nous confirme dans nos choix, nous confirme nos choix et on travaille vraiment de plus en plus dans ce aller vers. On a mis une permanence téléphonique en ligne là, pendant la crise qui est encore, il fonctionne encore, notamment pour les personnes, comme tu disais, Thomas, qui n'ont pas de médecin traitant et qui, du coup, tous les messages, c'était d'aller voir le médecin traitant, mais quand on n'a pas de médecin traitant, on va voir qui? Donc, on avait mis cette ligne, on a mis cette ligne téléphonique avec un rappel avec interprète si la personne n'est pas francophone ou anglophone. Et un médecin du COMED qui peut rappeler pour justement passer les messages de prévention, pour rassurer s'il y a besoin, pour orienter s'il y a besoin, pour faire venir au COMED s'il y a besoin de voir un médecin. Mais voilà, on est conforté dans notre choix de faire du aller vers et il y en a vraiment besoin. Peut-être un petit mot rapide pour revenir sur ce que tu disais sur l'accès à l'eau et la stigmatisation intériorisée aussi, c'est-à-dire la peur de sortir chercher des denrées, notamment alimentaires, etc. Il faut bien comprendre que sur certains campements, pas sur tous, mais pour parler des campements du nord parisien, notamment ceux qui sont à côté du canal dans le nord de Paris et qui donc sont sur la commune d'Aubervilliers, en réalité, notamment. Il y a beaucoup de distributions alimentaires qui ont été arrêtées. Il y a des collectifs qui ont continué, hein, comme le collectif Wilson Solidarité ou encore Utopia. Il y a des collectifs qui ont continué effectivement à essayer de s'organiser pour que ces gens ne meurent pas de faim, en fait, ne crèvent pas la dalle, parce que c'est vraiment ce qui se passait sur les campements et ce qui se passe encore. Mais en période de Covid, ça a été encore pire. Et sur l'accès à l'eau, alors d'un côté, les personnes avaient peur donc de sortir du campement, mais en même temps, on les y obligeait aussi. C'est-à-dire que sur ces campements-là, il y avait l'accès à l'eau. Mais les mairies d'Aubervilliers et la mairie de Paris ont coupé les accès à l'eau en période de Covid. Donc là, on devrait publier quelque chose sur ce sujet-là dans quelques jours. Vous pourrez retrouver ça notamment sur le site du Chisti, mais pas seulement, c'est une action collective parce que même en période de Covid, on coupe l'eau, qui est quand même la denrée indispensable à la survie. Et on a essayé de faire des demandes. Médecins du Monde a demandé plusieurs fois, que ce soit aux préfectures, aux mairies, etc., de réouvrir les accès à l'eau. Et pour l'instant, personne n'a été entendu. Et puis, j'aimerais aussi revenir sur les problèmes d'information sur les campements. Je suis complètement d'accord avec Thomas. Effectivement, il y a eu très peu d'infos, on va dire, faites de façon institutionnelle, hein, sur les risques du Covid, les gestes barrières, etc. Ça a été fait en urgence par, encore une fois, des collectifs militants et des associations qui sont sur les campements. Mais donc, que ce soit les problèmes d'accès à l'info, gestes barrières, etc., et les attestations traduites, les attestations avec des petits dessins selon le motif de sortie, etc. D'ailleurs, il y a des exilés qui ont été sanctionnés pour avoir utilisé ces attestations qui n'étaient pas les autorisations officielles, alors que c'est des gens qui ne lisent pas et qui n'écrivent pas le français. Voilà, on en est arrivé à un point de contrôle et de répression assez incroyable. Et c'est vrai que juste pour rebondir, ce qui est compliqué, c'est que là, on parle de santé, mais c'est complètement en lien avec le politique et la considération et le traitement politique qui en est fait. Et que ce soit là sur la question de l'accès à l'eau, que ce soit la question de la pérennité ou l'amélioration des conditions de vie sur les terrains, les expulsions, etc.
on voit que c'est très compliqué en fait de mener des actions dans le long cours, que ce soit sur la question de la santé, que ce soit la question de l'insertion professionnelle également, de l'accompagnement social, en fait, ce n'est pas possible quand il y a des expulsions régulières et les personnes restent de toute manière en Île-de-France ou même sur la même commune et ils vont de toute manière revenir. Donc on n'avance pas, quoi. Voilà. Et je me demandais, Thomas Perrault, ce que vous évoquiez sur ces publics qui n'osent pas toujours verbaliser leurs symptômes, enfin, voilà, qui ont peur de verbaliser leurs symptômes. Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez déjà observé avant, j'imagine, ou c'était plus marqué là pendant la crise? Là, c'est d'autant plus marqué parce que c'était quand même la question de se dire si je dis que j'ai des symptômes, qu'est-ce qui va se passer déjà pour moi, pour ma famille, mais aussi pour le terrain dans lequel je vis, parce que les personnes ont complètement intériorisé aussi cette pression politique, etc., qui peut y avoir, et donc le sursis. Et vaut mieux parfois rester invisible. Il y a vraiment une intériorisation de l'invisible pour continuer à simplement à vivre ou survivre, quoi. Donc oui, la question de faire remonter des problématiques de santé, ça reste assez compliqué, mais là, d'autant plus en contexte d'épidémie et en plus avec les questions liées aussi à l'angoisse que l'épidémie pouvait amener, comme tout un chacun. Et voilà, donc c'est vrai que c'est compliqué de jauger tout ça. Ouais. Merci.